Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de podcast avec Eva Vachaud. Donc, elle est auteure de cette petite merveille, Révolution perte de poids, et elle va se présenter tout de suite et vous dire un peu tout ce qu'elle a fait ces dernières années. Bonjour à tous et merci Iman de m'accueillir aujourd'hui sur ce podcast. Je suis contente d'être avec toi. Donc moi c'est Eva Vachaud. De base je suis une scientifique. J'ai un parcours un petit peu, on va dire, académique. J'ai fait un bac S. Ensuite je suis partie en DUT diététique, puis une double licence chimie-biologie. Et après j'ai fait un master nutrition santé en école d'ingé et en master spécialisé en marketing management. Les dernières années, je me suis formée aux médecines un peu plus douces. Du coup, je suis certifiée en naturopathie et en micronutrition pour pouvoir aussi avoir l'aspect un peu plus holistique pour encadrer les gens, pas juste d'un point de vue scientifique et nutritionnel. Très bien, au moins un suivi complet. Et au moins on sait que tu sais de quoi tu parles et que tu comprends au moins ce que tu présentes à tes... C'est ça, et puis des fois il y a des gens, ils sont juste diététiciens ou nutritionnistes, mais ils n'ont pas le côté holistique, ou on va avoir des naturopathes ou des micronutritionnistes, mais tout à fait non plus toutes les connaissances nutritionnelles et physiologiques. Donc au moins là, ça l'ensemble. Tout à fait, mais aussi ta particularité, je trouve, comparée à beaucoup d'autres, c'est que l'une de tes spécialités, c'est tout ce qui est troubles hormonaux. Exactement. Et il y en a tellement peu qui comprennent, Oui. En fait, pour eux, c'est un régime standard, peu importe ton profil hormonal. Totalement. Et là, en fait, la différence avec toi, c'est que tu vas vraiment t'adapter aux spécificités de chacune. Et c'est en ça qu'avec le SOPK, c'est parfait. Que ce soit SOPK, thyroïde, même endocriose, bon là on parle plus d'SOPK aujourd'hui, mais c'est ça, c'est qu'en fait des fois on va voir un diététicien ou un nutritionniste qui va nous proposer un plan alimentaire classique proposerait à tout le monde, mais c'est pas adapté aux spécificités des résultats sanguins, selon s'il y a de l'inflammation dans l'insuline. Du coup c'est jamais du sur-mesure et du coup c'est un peu pour moi à côté de la... Totalement, et c'est pour ça que ça marche pas, ou pas bien. Ou les patients, pour vous on peut dire patients. La France est un peu compliquée, donc il vaut mieux dire client. Ok, on va rester sur le mot client. Il faut comprendre que légalement, le mot patient peut être utilisé pour certains médecins, mais surtout surtout le corps médical. Exactement. Donc, on va rester sur le terme client. Donc, on va pas vous choquer, on va rester sur le terme client, même si on adore nos clients, mais c'est un terme d'obligation légale de parler de client et non pas de patient. Que les clients se retrouvent face à quelqu'un qui ne comprend pas leur spécificité hormonale et se découragent parce qu'on leur donne des objectifs qui sont hormonalement inatteignable. Totalement. Ou des fois, voilà, c'est pas adapté, c'est inatteignable. Des fois, carrément, ça marche pas du tout. Ou des fois, c'est inapproprié. C'est-à-dire que, je sais pas, t'as de la résistance à l'insuline, on va te donner des quantités de glucides trop importantes. Ou pas de glucides. Totalement. Ou je sais pas, des problèmes thyroïdiens. Et dans les cas de maladie de la thyroïde, tu peux pas manger autant de glucides que quelqu'un qui n'a pas de maladie de la thyroïde. Faut en savoir, et je pense qu'il faut en parler parce que beaucoup pensent que tout ce qui est glucides, après on dira spécificité tout à l'heure, on va parler des aliments à indice glycémique bas, mais beaucoup pensent que la limitation des glucides c'est uniquement pour le SOPK en cas de résistance à l'insuline ou en cas de prédiabète ou de diabète. Mais tu es en train de nous dire que même pour les femmes qui souffrent de problèmes de thyroïde, toi tu préconises une réduction. C'est-à-dire moi je sais que je vais vraiment donner des quantités de grammage. Alors je sais que des fois c'est un peu enquiquinant, on n'a pas envie de peser. Je dis pas qu'il faut forcément peser, pour ceux qui veulent pas, je mets en cuillère à soupe, tu vois. Trop bien. C'est facile. Mais malheureusement, quand on manque d'hormones thyroïdiennes, qu'on ait une hypothyroïdie ou Hashimoto ou autre chose, et qu'on manque d'hormones thyroïdiennes qui circulent dans le corps, les hormones thyroïdiennes, c'est celles déjà qui vont faire brûler les grains, qui vont maigrir. Mais quand on en a moins, on peut pas manger autant de glucides, puisqu'il faut les hormones thyroïdiennes pour faire pénétrer le glucose dans les cellules. Et comme on en a moins, si on mange trop de glucides, inévitablement, on grossit malheureusement plus vite que quelqu'un d'autre. Les gens, souvent, qui ont des problèmes de thyroïde, ils vous disent « Non, mais moi, je grossis alors que j'ai presque rien mangé. » Ou « J'ai à peine mangé un sucré, j'ai pris 3 kilos. » Et le pire, c'est que souvent, c'est vrai. Si on en mange trop, on grossit vraiment plus. Donc, même les glucides, il va falloir adapter. Pas que quand il y a de la résistance à l'insuline. Bon à savoir, parce que beaucoup adaptent la quantité de glucides uniquement en cas de résistance à l'insuline. Non. Même dans les problèmes thyroïdiens. Après, je les supprime jamais. Mais on va essayer de bien les sélectionner et quand même maîtriser les grammages. On est obligé. D'accord. Okay. Là, on parle de troubles hormonaux. Quelles sont pour toi les hormones qui impactent la prise et la perte de poids, selon toi? Déjà, en principal, moi, je parle quand même toujours des hormones thyroïdiennes, puisque c'est mon dada. Moi-même, j'ai une maladie de la thyroïde, Hashimoto, avec laquelle je vis
malencontreusement de nombreuses années. Elle me fait vivre parfois quand même des moments difficiles. Les hormones thyroïdiennes. Parce que tout court, que d'hormones thyroïdiennes circulantes, hein, comme la T4 et la T3, inévitablement, on prend du poids. C'est elles vraiment qui nous font brûler des calories. Ça dépend vraiment de ce qui circule en T4 et en T3. Donc vraiment les hormones thyroïdiennes. Impact métabolique d'un problème de thyroïde. Les problèmes de thyroïde, ça peut être les nodules, ça peut être l'hypothyroïdie, ça peut être Hashimoto, et même les hyperthyroïdies. Même les hyperthyroïdiens. Les hyperthyroïdies, des fois au démarrage, oui, ok. Et les hyperthyroïdies sont souvent traitées avec des médicaments qui entraînent de l'hypothyroïdie. Pas faux. Et donc, au début, les femmes maigrissent. Je dis femmes parce que les problèmes thyroïdiens touchent majoritairement. Oui. Au début, elles maigrissent, mais dès qu'elles sont traitées, elles vont grossir. Et moi, j'ai des femmes avec hyper ou basse d'eau qui finalement viennent me voir pour maigrir parce que du coup, elles ne savent toujours pas. Oui, oui. Et surtout qu'on peut cumuler les pathologies. Donc ça veut dire qu'elle peut avoir basse d'eau et d'un autre côté de la résistance à l'insuline, et pourtant avoir une hyperthyroïdie ou basse d'eau, etc. C'est bon à savoir. Quelle autre hormone? Les autres hormones, là, on va parler peut-être de ta préférée. Je commence par la thyroïde parce que moi, c'est ma préférée. Mais il y a de la tienne, l'insuline. Alors voilà, l'insuline, on en a besoin. L'insuline est sécrétée par le pancréas pour, du coup, faire baisser le taux de glucose quand il est élevé dans le sang. Donc, heureusement que ça existe. Ah, t'as besoin. Et on en a besoin. La preuve, les vrais diabétiques de type 1 s'injectent de l'insuline. Et grâce à ça, ils peuvent rester en vie. C'est ce que j'allais dire. Ils peuvent survivre. Ils peuvent survivre. Mais l'insuline, effectivement, quand on en a trop, tout simplement, c'est souvent impossible de bien maigrir. Quand elle est vraiment trop haute, déjà on stocke surtout au niveau abdominal, quand même tout court. On est fatigué. On a tout faim. Enfin, des fringales, des stades de la fatigue. Troubles de l'humeur, on peut toutes les donner. Après, bien sûr, il y a le SOPK. Après, qui est le premier dans l'œuf et la poule, le syndrome des ovaires polykystiques ou la résistance à l'insuline. On n'arrive jamais à trop savoir, mais effectivement, l'insuline, comme la thyroïde, entraîne eux également des problèmes de cycle et c'est un cercle vicieux qui est... Totalement. Un terrain, quoi, c'est ça. Ouais. Et on est comme, il y a l'environnement qui joue, mais malheureusement, on va pas se mentir, il y a quand même une prédisposition génétique. Non. Totalement. Regarde, moi je sais que dans mes consultations, pour moi c'est un point important de regarder les antécédents familiaux. Et on retrouve les mêmes problématiques chez les mamans, ou bien les tantes, ou les grands-parents, ou même les sœurs. 5 sœurs qui ont les fratries, les cousines. Totalement. Totalement. Et des fois dans une famille, c'est ça, tout le monde a soit du diabète chez les plus âgés, et puis après de la résistance à l'insuline chez les plus jeunes. Et c'est comme ça qu'après, en fait, il y avait tout simplement une résistance à l'insuline chez les plus vieux qui n'a peut-être pas été diagnostiqué, qui s'est transformé en type 2. Ouais, souvent c'est ça, parce qu'à l'époque, ils faisaient pas les tests. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les antécédents familiaux sont vraiment super, super importants. Même pour nous, pour des prédispositions. Moi, je sais que j'ai ma maman qui a des problèmes de thyroïde, je fais super attention à ma thyroïde. Je la fais contrôler régulièrement pour éviter toute problématique. Et t'as raison, parce que souvent, ou quand il y a des maladies inflammatoires, ou auto-immunes dans la famille, on a souvent des gènes qui nous prédisposent. Il suffit qu'on ait un petit choc émotionnel qui arrive, un petit intestin qui est pas au top de sa forme, et voilà, et nous aussi on va développer un parasite, même une maladie. Par exemple, je sais que j'ai une cliente qui est partie en voyage, elle a attrapé une cochonnerie au niveau intestinal. Ça lui a tout déclenché, mais très rapidement. Enfin, c'est incroyable. Est-ce qu'il y en a d'autres pour toi qui font grossir? Cortisol, voilà, le cortisol. C'est un peu moins ma partie, mais malheureusement, je le traite aussi parce que ça revient de plus en plus. Alors, je sais qu'on dit tout le temps le cortisol trop haut. Alors, cortisol trop haut, effectivement, et puis hyperglycémiant, et puis on a tendance à faire plus de résistance à l'insuline. Et donc, encore une fois, cortisol trop haut, on peut stocker au niveau abdominal. Attention, cortisol trop bas. Moi, c'est ça que j'ai. Je manque en cortisol et c'est pas bon non plus. Totalement. Donc, en gros, comme d'hab, que ce soit dans toutes les hormones, je crois. L'équilibre, mais aujourd'hui, on ne sait pas quel est l'équilibre à avoir. D'où nos métiers, de pouvoir aider les gens à savoir où est-ce qu'ils sont. Est-ce qu'ils sont dans la norme haute ou basse. Et en fait, pour tout, que ce soit cortisol, en fait, faut être ni trop haut, ni thyroïde, ni trop bas, et idem, insuline. Parce qu'on dit toujours trop haut. Mais insuline trop basse, c'est qu'en fait, vous êtes déjà diabétique. En fait, c'est ça, quand l'insuline est trop basse, il se passe plus rien. Elle n'est même plus sécrétée par le pancréas, donc c'est pas bon non plus. Non, c'est plus complexe que ce qu'on pense au premier abord. L'inflammation. Est-ce que pour toi, c'est pas une hormone en soi? Non. C'est un terrain. Ouais, c'est un terrain.
Alors, est-ce que pour toi, ce influence la prise de poids? Alors, énormément, parce qu'on va y revenir quand on va parler du SOPK et des maladies de la thyroïde, parce que ça fait partie justement des points communs. En fait, je voulais juste dire peut-être les oestrogènes, parce qu'on sait quand même que tout ce qui est dominance en oestrogènes, on stocke un peu plus, rétention d'eau et compagnie. Mais l'inflammation est un vrai terrain propice à la prise de poids, parce que l'inflammation entraîne de la résistance à l'insuline, et la résistance à l'insuline entraîne de l'inflammation. Souvent, l'inflammation, le problème, c'est qu'au niveau des cellules, après, elles vont manquer on appelle ça de fluidité membranaire. Et du coup, il faut absolument prendre des oméga 3 ou d'autres choses pour réaméliorer la fluidité membranaire et éviter du coup la résistance à l'insuline. Je sais que tu connais tout, mais oui, mais c'est bien parce que le podcast n'est pas fait pour moi. Le podcast est fait pour des gens qui pas, et c'est super important parce on oublie souvent le niveau cellulaire. Ouais. Beaucoup vont parler de l'inflammation à titre global comme la fatigue associée à la résistance à l'insuline ou à la thyroïde, mais très peu parlent du fonctionnement cellulaire de la mitochondrie et très peu vont dire quelles sont les vitamines et les nutriments essentiels au bon fonctionnement des cellules. Donc c'est hyper important que les gens puissent comprendre un peu de quoi on parle et quels sont les éléments importants. Exactement. Voilà, c'est pas une hormone en soi, mais c'est clairement un terrain propice à la prise de poids. Et donc, il faut absolument baisser son inflammation au maximum. Totalement. Surtout que ça dégénère, c'est la catastrophe. Ouais, c'est la catastrophe. Ah, c'est la cata. Et puis, c'est savoir que l'inflammation, en plus d'être un terrain propice à la prise de poids, c'est un terrain propice quand même au stress oxydatif. Stress oxydatif, c'est le vieillissement du corps, des tissus. Et de tout cancer, de tout tu peux le dire, de tout, non, mais de tout ce qui est cancer, même les maladies arthrose, totalement, maladies pro-inflammatoires, des inflammations, enfin des articulations, enfin ça pourrit la vie. C'est l'insuline peut renvoyer vers Alzheimer. Ils disent parce que c'est le diabète Alzheimer est devenu le diabète de type 3 maintenant, ils disent qu'ils vont l'appeler diabète de type 3. Donc, il faut vraiment faire attention à son alimentation et à ses marqueurs sanguins, d'où l'importance d'aller faire des prises de sang assez régulièrement. Totalement. Tu conseilles combien de fois par an? J'avoue que je conseille vraiment minimum du minimum une fois. Une fois. Parce que des fois, un an, ça peut passer vite. Le mieux, ce serait de faire 2 fois par an. Tu vois. Mais bon, des fois, les budgets fait que, comme quasiment plus grand chose est remboursé. Je sais pas, toi, si tes clients, ils arrivent à avoir beaucoup de Ils arrivent, mais via le médecin traitant. Ils vont faire plusieurs rendez-vous, médecin traitant, endocrino. Et quand ils synthétisent tout, ils arrivent à avoir un truc comme moi. Et puis après, des fois, ils complètent avec 2-3 trucs à leur charge. Oui, à leur charge. Oui, ça. Voilà. Mais moi, pareil, moi aussi, je paye. Moi, je paye. Là, il y a pas longtemps, j'en ai eu pour 150 € parce que j'avais 2-3 marqueurs que je voulais refaire. Tu vois, j'avais fait qu'il y a un an, parce qu'il y en a, je fais pas tous les 6 mois. Il y en a, j'attends un an. Je parle OMA, je fais tous les 6 mois. Ah, tu fais aussi OMA? Je le fais, bien sûr. Ah bon? Bien sûr. Parce que quand on a une maladie de la thyroïde, Hashimoto, le manque d'hormones thyroïdiennes, on y reviendra, entraîne beaucoup plus facilement la résistance à l'insuline et les traitements thyroïdiens. Les traitements thyroïdiens, malheureusement. Ah, ça, tu m'apprends quelque chose. La pilule, je sais qu'elle favorise la résistance à l'insuline, mais je savais pas. Donc, l'ivothyrox, etc. En fait, les traitements thyroïdiens entraînent plus de chances de faire de la résistance à l'insuline. D'où l'importance de faire vérifier son test OMA. On est obligé, on est obligé. Il y a d'autres choses à savoir. Je l'avais ça dans les mécanismes livre Révolution perte de poids. Mon la petite bible, je pense. Ouais, la petite bible, j'ai mis du temps à l'écrire. Et t'en parles à l'intérieur. J'avais écrit que dans les causes de résistance à l'insuline, bon, bien sûr, je disais l'inflammation, le cortisol, le stress chronique. Bien sûr, si tu manges trop glucidique et sucré Non, pas que. Il y en a qui ont une alimentation impeccable. Totalement. Et qui pourtant ont de la résistance à l'insuline. Voilà. À cause d'inflammation, du coup, on en revient. Et du coup, je disais aussi les traitements thyroïdiens. Malheureusement. Pas que l'hypothyroïdie, mais également les traitements thyroïdiens. C'est pas moi qui l'invente, C'est un grand docteur spécialiste en maladie de la thyroïde. D'accord. Donc toi, tu fais le test OMA régulièrement. Parce que même moi, alors, autant de base, j'ai pas trop de résistance à l'insuline, mais il y a des moments, je peux monter un petit peu quand même. D'accord. Moi, je l'ai fait quand j'ai été diagnostiquée. Je l'ai fait, quand on est enceinte, on fait le test du sucre. L'accouchement, parce que j'arrivais pas à perdre du poids. Et là, tu l'as pas refait récemment? Si, je l'ai refait après l'accouchement du deuxième. Parce que, mais moi, c'est un truc qui me fait peur. Le OMA, quand tu le fais, parce que j'ai peur d'avoir des résultats qui me vont pas. Et même si je fais, en fait, le truc, c'est que je fais tellement attention que je me dis, si malgré tout, mon OMA est positif, mais, c'est ça. Mais il est bon. Mais parce qu'il y a des fois, regarde, il y a des moments, on vit des moments difficiles. Totalement. Tu vois?
les enfants qui dorment pas la nuit. Exemple, je sais pas, t'as un gros coup dur, tes enfants ils dorment pas pendant la nuit, pendant X temps, tu sécrètes plus de cortisol, des fois carrément ça peut refaire augmenter ton HOMA alors que toi t'as rien. Après oui, après il y a l'entrepreneuriat, il y a nos vies aujourd'hui, enfin tu vois, il y a beaucoup de marqueurs aujourd'hui. Moi je sais que, moi justement j'avais peur que ma résistance à l'insuline augmente, à cause de notre travail, à cause de notre métier. Bah bien sûr. Le fait d'être maman ça augmente du stress effectivement, mais le fait de pas dormir, les obligations, les responsabilités, mais aussi le travail. On a notre compte, si demain on est malade et qu'on travaille pas, on a moins de revenus, bien sûr, hein, c'est un stress. Hein. Non mais voilà, le stress elle aussi. Mais bon, aussi comme c'est des passions et des passions, déjà voilà, on sait pourquoi on est là. Ah totalement, sinon on le ferait pas. Voilà. Sinon on le ferait pas. Alors le lien qu'on peut, bon là en clair on voulait faire un lien ici avec le syndrome des ovaires polykystiques, mais il est assez clair. On comprend rapidement que les femmes atteintes du syndrome des ovaires polykystiques ont très souvent, je crois que c'est 63% des cas ont une hypothyroïdie. Dans le cadre du polykystique, toujours pareil, c'est le lien entre la résistance à l'insuline et les problèmes de thyroïde. Et surtout, on voit très bien avec le temps que la résistance à l'insuline est un driver super important dans le cadre du syndrome des ovaires polykystiques. Parce que 73% d'entre nous, je me permets de dire d'entre nous parce que je vais pas être un gars, 73% d'entre nous ont une résistance à l'insuline. Donc c'est vraiment des marqueurs que je prends vraiment en compte. Et depuis depuis 2-3 ans, je me focalise énormément sur l'inflammation. Parce que l'inflammation, que ce soit au niveau gastrique, que ce soit au niveau intestinal, mais également au niveau cellulaire, c'est majeur dans le traitement du syndrome des ovaires polykystiques. C'est pour ça que beaucoup refusent de parler de type de SOPK, que beaucoup en 4 types. Oui, dis-nous, il y a quoi alors, ça c'est un sujet qui est très controversé. Les 4 types du SOPK. Les 4 types du SOPK n'existent pas vraiment. Les 4 types du SOPK, c'est une vulgarisation qui pour certains est fausse du syndrome des ovaires polykystiques, parce que médicalement parlant, il n'existe que des phénotypes de SOPK, type A, type B, type C. Donc la question, beaucoup remettent en question ces 4 types. Donc je les expose, mais sachez qu'ils sont remis en question très fortement. Donc le premier, c'est un SOPK inflammatoire, donc drivé par l'inflammation. Le deuxième, c'est un SOPK avec la résistance à l'insuline. Donc ça, c'est assez simple, mais au fond, ils sont liés. La résistance à l'insuline entraîne obligatoirement une inflammation. Et l'autre entraîne la résistance. Exactement. Donc en fait, c'est lié. Le SOPK surrénalien avec là où on n'a pas forcément une résistance à l'insuline, mais on a surtout des problèmes avec la DHEA, avec les surrénales, la cortisol. Et ensuite, le dernier, c'est le SOPK. Et là, j'ai un trou. Tu reviens? Il n'existe pas celui-là. Il n'existe pas. Attends, SOPK. C'était inflammation, comme tu dis, résistance à l'insuline. Surrénalien, je pensais qu'il y avait thyroïde. Mais non, moi, je suis pas d'accord avec cette théorie. Il y a que l'œstrogène, sinon? Je sais plus. Mais bon, je vous le mettrai en barre d'infos, ça je m'en rappellerai. Je vous le mettrai en barre d'infos. Mais pour moi, le SOPK thyroïdien n'existe pas. Parce que, je t'explique pensée. La thyroïde va entraîner des problèmes de cycle, même si tu n'as pas de SOPK. Sûr. Les problèmes de thyroïde vont entraîner des anovulations. Par exemple, quelqu'un qui a une hypothyroïdie à 4, 5 va avoir des anovulations, donc des cycles anovulatoires, donc les troubles du cycle. Et en plus de ça, qui dit anovulation, dit ovaire polykystique, donc les ovaires seront d'apparence polykystique. Donc en fait, je ne vois pas quelle est la différence entre la thyroïde et le SOPK là-dedans. Pour moi, c'est 2 pathologies différentes. Et en clair, le SOPK, il faut juste rajouter une hyperandrogénie. C'est tout. Donc pour moi, c'est 2... Ce que j'avais vu, moi, c'est qu'il y avait... Je sais pas ce que t'en penses. Moi, j'avais vu en chiffre qu'il y avait, tu sais, à peu près 30% des femmes SOPK, mais ça, peut-être que les femmes ne le font pas diagnostiquer, qui regardent... Enfin, il faut regarder les anticorps, tu sais, là, ma maladie Hashimoto, thyroperoxydase et thyroglobuline, les TPO et les TG. A priori, il y aurait quasiment 30% des femmes SOPK qui auraient les anticorps. Totalement. Tu confirmes totalement. Mais ça veut pas dire que pour autant... Totalement. Tu vois, je donne un SOPK thyroïdien. Totalement. Non. Alors, tu as tout à fait raison. Le seul truc, c'est qu'on voit qu'il y a quand même un lien. Il y a un lien. Et qu'il y a un terrain, du coup... inflammatoire. Oui, mais tu vois, alors, excuse-moi, je me permets de couper. Si, on est là pour ça. Mais tu vois, on trouve un lien.
Mais c'est pas pour autant que je dirais qu'un SOPK thyroïdien existe. Ouais, je vois ce que Parce tu veux que entre prolactine et SOPK, chez les femmes SOPK, il y a également un problème souvent de prolactine. Mais c'est pas pour autant qu'on dit un SOPK hyper. dire. Pour toi, Tu comprends il n'existe pas. Il Pour existe moi, pas. c'est pour ça qu'en fait, il y a tellement de contestations sur ces formes de SOPK que maintenant, je ne suis plus friande. De toute façon, ils disent de qu'ils parler. ils vont appeler ça maintenant plutôt syndrome Métabolique. métabolique Ouais, complet ou complexe, je sais Ils pas. sont en train de changer tout ouais. ça. Ça sera pas plus mal, hein, parce que ovaire polykystique, Oui. beaucoup pensent qu'on a des kystes alors qu'on en a Alors pas. que pas forcément. Oui, voilà. Exactement. Ça fera pas de mal. Deuxième question. Les hormones qu'un client doit apporter avant le rendez-vous, même si je pense qu'on peut prendre rendez-vous sans résultat. Oui, oui, totalement. Bah, Mais c'est oui. juste complexe parce que tu sais. Je commence toujours, tu sais, parce qu'on en reviendra quand on parle de l'alimentaire. Il y a tellement de bêtises dans l'alimentation, même chez les gens qui pensent bien faire. En une heure et quelques, on a largement le temps, de quoi qu'il arrive, de refaire tout dans l'alimentation. Mais c'est sûr que quand les gens viennent avec des prises de sang, c'est encore mieux. Bah, je pense un peu comme toi. Hein. Idéalement, bah, moi, j'aime bien quand même les hormones thyroïdiennes complètes. Au moins TSH, T4, T3. Si les gens viennent juste avec la TSH, on va pas aller bien loin. Totalement. La TSH, c'est juste un rétro-contrôle au niveau du cerveau, au niveau hypophysaire. Ça dit pas du tout le nombre d'hormones thyroïdiennes qui circulent. Donc nous, pour la perte de poids, autant peut-être les médecins, eux, dans leur diagnostic, je sais que maintenant c'est la méthode de diagnostic officielle, mais nous, pour maigrir, la TSH, ça m'amène à rien, en fait. Moi, j'ai besoin de savoir le nombre d'hormones qui circulent, parce que c'est elles qui vont faire brûler les calories. Okay. Donc, il me faut au moins T4, T3. Bah, j'aime bien faire le HOMA, comme toi, bien évidemment. L'inflammation. Ok, CRP ultra-sensible. Ouais, ultra-sensible. Des fois, il y en a qui ramènent aussi leur vitesse de sédimentation. Ok. Voilà, mais j'aime bien la CRP. Là, laquelle, quand on voit là. Ah, les prix, parce qu'en fait, je fais faire tout le temps en ce moment CRP ultra-sensible. Ah, okay. Mais VS... En fait, VS, en tout cas, les médecins, souvent, ont moins de mal à la prescrire. La CRP ultra-sensible, là, j'ai plein de gens qui me disent « Non, le généraliste, il veut pas. Il attend que quand je suis vraiment malade. » Si c'est un marqueur de maladie. Moi, à chaque fois que je vois une CRP ultra-sensible, très élevée, je lui dis « Est-ce que vous étiez malade ?» Oui, et quand la personne me dit non, je dis « Ah, vous êtes sûre ?» Mais j'ai des clientes qui ont des CRP à 6, 7 sans maladie. Et moi-même, j'ai déjà eu 10. J'ai déjà eu 10 et elle me dit non, non, j'étais pas malade. Et bon, et après, on fait partout. Enfin, c'est. Bon, déjà, elles ont quand même mal au ventre. Mal au ventre, ouais. Hypersensibilité digestive. Mais des fois, elles me disent même pas qu'elles ont trop mal dans le reste du corps. Ouais. Mais normalement, ouais, t'es censé avoir quand même des douleurs. Mal partout, mal les articulations. Dès que tu fais un pas de travers, tu te retrouves avec quelque chose. Enfin voilà, t'as tendinite à répétition. Ouais, ou douleurs articulaires, bah, oui, c'est ça. Hein, c'est lié. Quoi d'autre? J'aime bien le cortisol aussi. Tu préfères un urinaire? J'aime bien urinaire 24 heures. Ok. Le cortisol à 8 heures le matin est quand même intéressant. Tout à fait. Parce qu'on voit quand même si c'est vraiment très bas ou si c'est trop haut. T'as vraiment des femmes, elles sont tout en haut au cortisol à 8 heures. Donc là, des fois, souvent, il y a de la résistance à l'insuline. Mais les deux sont un peu intéressants, complémentaires. Après, t'as aussi le cortisol, tu sais, c'est l'hiver. J'ai jamais eu de résultat comme ça, moi, pour le moment. Ouais. Les me l'a apporté. Qui me l'ont apporté. Je le demande pas forcément. Moi, je vais plus demander 24 heures. Okay. Ou le matin à 8 heures. Toi aussi? J'ai tout le temps matin à 8 heures. Mais je rappelle juste que quand on dit matin à 8 heures, c'est vraiment matin à 8 heures. Ah bah oui, 8 heures. Avant 8 heures, sinon le laboratoire ne va pas le faire. Ah bah c'est clair, si on vient à 9h30, ils nous disent non. Bah voilà. Et c'est ça qui est compliqué parce qu'elle me dit oui, mais avec les enfants et tout. Je dis je sais, mais par exemple, allez-y un samedi. Ou... Donc là-dessus, c'est contraignant. C'est pour ça que parfois elles prennent le urinaire. Oui. Enfin, plus simple, faut faire pipi pendant 24 heures. Dans un pot. Mais voilà. Chacun fait comme il peut. Exactement. Et puis après, non, j'aime bien les micronutriments. D'accord. Les micronutriments, j'aime bien regarder au moins les vitamines du groupe B. Qui jouent beaucoup dans le métabolisme. Plus que ce qu'on pense. Vitamine D. Hyper importante. Pour l'inflammation. Pour l'inflammation et aussi pour que la T3, donc dans la thyroïdienne, celle qui est la plus importante pour maigrir, elle pénètre bien dans les cellules. Parce que du coup, si on a de la T3, mais qu'en fait, elle pénètre pas dans les cellules, on maigrit pas quand même. Donc déjà, j'aime bien. Et puis après, tout ce qui est fer. Ah non? Pour la conversion. C'est de temps en temps, mais comme elle coûte un peu cher, coûte quand même, elle est pas à 10-15 euros. Hein. Des fois, c'est quasiment 30 euros. Et que les médecins, ils ont du mal à prescrire la vitamine A. Pas l'intérêt. Ils comprennent pas l'intérêt. C'est pas un jugement, hein, mais c'est vrai que effectivement, sans mes études de micronutrition, je comprenais pas l'intérêt. Oui, ils le font dans les problèmes de peau. Ah oui. Mais c'est surtout dans la prise de Roaccutane, par exemple. Voilà. Mais sinon, mais c'est super important la vitamine A. Même pour les problèmes de peau. Roaccutane, par exemple, c'est un traitement avec une forte dose de vitamine A. Et même d'ailleurs, si vous avez des problèmes de peau, des fois, il suffit juste de vérifier qu'on n'avait pas une carence en vitamine A.
on en prend juste le temps. Par contre, attention, surtout pas si vous voulez faire du bébé, surtout pas. Éviter. On fait ça. C'est pour ça que quand on prend Roaccutane, c'est interdiction formelle parce que c'est une haute dose de vitamine A et ça peut créer des problèmes congénitaux, des malformations, etc. Ouais, pour le Donc, vitamine A, c'est pour ça qu'on sensibilise vachement et on en parlait justement tout à l'heure que les compléments alimentaires, c'est pas du fast-food en fait. On se sert totalement. pas comme ça. Ouais. Surtout qu'on voit sur Amazon, par exemple, je sais qu'il y a des vitamines A à 10 000 UI. Enfin, c'est énorme. Enfin, c'est énorme. Le corps, à la base, il a besoin de 1000. Tu peux occasionnellement, pour une problématique spécifique, passer à 10 000 UI. Mais en libre service comme ça, avec cet accès-là et les conséquences que cela peut avoir sur une grossesse future. Sur la grossesse, bah en fait, ça fait peur. Ah, ça fait peur. Tu te dis, mais... C'est pour ça que c'est vraiment la vitamine à pas prendre si t'as pas fait une prise de sang avant. Oui, ou si tu n'es pas suivi par un médecin ou un micronutritionniste ou autre. Mais vraiment, il faut, sur ça, certaines vitamines, il faut vraiment être suivi parce qu'on peut faire plus de mal que de bien. Moi, je demande toujours, surtout, est-ce que vous voulez faire un enfant ou vous avez bien un moyen de contraster? Moi aussi, je demande tout le temps. Il y a certains trucs comme ça où je demande souvent est-ce que vous voulez un enfant? Parce que quand tu commences à toucher aux hormones, la première question que je dis, c'est est-ce que vous voulez un enfant? Parce que si oui, sinon, il faut vraiment se protéger. Parce que vu que nous, dans le SOPK, on leur dit souvent, vous aurez jamais d'enfant, des fois, naturellement. Donc, elles prennent des compléments, elles se protègent plus. Voilà. Et bim! Et combien de fois on me l'a reproché? On me dit, oui, vous m'aviez pas prévenu. Bah, si, mais on m'avait dit que je pourrais pas tomber enceinte. C'est la preuve, finalement. Exactement. La machine commence à bien fonctionner. Exactement. Magnésium. Est-ce que tu demandes? On ne demande jamais. Parce que je pars du principe que qu'on est tous carencés. Non, tu le demandes pour le magnésium? Non, je demande pas. Non, je demande pas. Non. Mais que dans le cas de la perte de poids, moi j'ai vu une réelle différence dans ma perte de poids grâce au magnésium. Moi je dis toujours, franchement, pour moi, il faudrait tous en prendre un petit peu tous les jours. Jamais de le faire parce que je pense ça vraiment pour tout le monde. C'est la base. Ouais, c'est la base. Pour l'équilibre mental, pour la rétention d'eau, pour la perte de poids, pour le sommeil, la fatigue, tout. Et même la résistance à l'insuline. Ça joue même, en fait, dans tout. Dans tout ça. Oui, exactement. Donc moi, je m'amuse à aussi changer les formes. C'est-à-dire que je prends pas que la même forme. Oui. Je prends du bisglycinate, du citrate. Du glycérophosphate aussi, des fois. En fait, oui, t'as raison, pas tout le temps. Là, j'ai trouvé un qui avait 9 formes. Parfois, je prends moi le mien tous les soirs, mais le matin, je change entre différentes formes. Et c'est toujours aussi efficace. Varier un peu. Donc, quand même, pour toi, ta prise de sang, elle est quand même assez simple, je trouve. En fait, j'essaye au démarrage, je pense que ça suffit. D'accord. Tu vois, je trouve qu'il faut pas non plus mettre 15 milliards de choses. On va droit au but. Inflammation, résistance à l'insuline, thyroïde, les micronutriments phares. Mais après, bien sûr, selon ce que la personne va nous dire, des fois, tu rajoutes quelque chose. Si, je sais pas, elle te parle de symptômes vraiment où tu as l'impression que c'est dominance en oestrogène, là, peut-être que ça vaudra le coup de regarder. Mais sinon, on va pas faire plus, faut pas exagérer, ça fait déjà beaucoup. Et déjà, avoir tout ça sur ton ordonnance. Moi, je dis non, et les gens vont rigoler parce que moi, ma prise de sang, elle est longue comme le bras. La mienne, elle est encore plus longue. Oui, mais parce que c'est différent, toi, Totalement. Voilà, il faut chercher la source. Il faut chercher la source. Voilà. Et ça peut être tellement réel que, en fait, par exemple... tu regardes peut-être la testostérone. La testostérone, mais aussi tous les autres androgènes. Il n'y en a pas qu'une. Moi, je regarde pas. L'androsténédione, elle est achetée là. Mais ça, voilà, c'est pas les mêmes problématiques. C'est ça. Et donc, déjà, tu dois regarder tout ce qui est au niveau des androgènes. Tu dois regarder également tout ce qui est au niveau du cycle pour savoir pourquoi ça ne marche pas. Est-ce qu'il y a assez d'oestrogène? Est-ce qu'il y a assez d'LH? Trop d'LH, la MH, la cortisol, la prolactine. Donc, en fait, tu as une liste longue comme le bras. Donc, certains, dans le cadre de leur contrôle fertilité, ils ont accès à tout ça. D'autres, les pauvres, non. Donc, ils doivent aller voir des endocrinologues. Ouais, bah oui, ils ont pas le choix. C'est très compliqué. Donc, ta liste, je la trouve assez simple. Alors, super. À obtenir. Et même financièrement, l'investissement... Même si tu la payes entièrement, tu peux en avoir pour pas trop cher. Pas mal. Parce que c'est vrai que certains naturopathes, je sais que j'ai une cliente qui a dépensé à peu près 150 € en prise de sang. Au début, après c'était 350. Après, plus les compléments alimentaires où on en a eu pour 1 tonne. Enfin, c'est pas ma cliente, hein, parce que moi, j'ai la valeur de l'argent. En fait, à ce point-là. En fait, le problème, c'est ça, c'est que je pense qu'il faut faire les prises de sang les prioritaires. Et en vrai, on en revient autant avoir quelques prises de sang par le médecin. Et s'il y a besoin de compléter, comme ça, tu payes à ta charge ce qui en complément. Et après, pour les compléments, on en revient quand le budget de la personne il est petit. T'essayes vraiment d'aller droit au but. Voilà. Ouais. En clair, quand la personne a un budget limité, parce que le mieux, c'est de travailler sur toutes les sphères. Bah, bien sûr. Pour avoir l'homéostasie le plus rapidement possible. Mais quand la personne n'a pas un budget, tu dois aller directement à l'essentiel, mais les résultats sont moins rapides. Totalement. Et moi, ils seront là, mais moins rapides. Et moi, quand même, par contre, je suis pas menteuse. C'est-à-dire en consultation,
quand les gens ils me disent ouais mais moi je veux pas de compléments alimentaires et que je vois les gros déséquilibres sur la prise de sang, alors moi je leur dis tout de suite, je leur dis il y a aucun problème. Je vais vous dire tout ce qu'il faut faire d'un point de vue alimentaire, mais croyez pas que dans 2 mois on va y arriver. Si tu as une résistance à l'insuline à 4, que tu veux juste faire l'alimentation, ne crois pas que ton HOMA il va redevenir à 1,5 dans 2 mois si tu ne prends pas de complément alimentaire. Tu rêves. Non mais d'accord avec toi. Non mais du coup je dis toujours, je dis vraiment, je vous le dis. Ah non mais c'est bien d'entendre ça parce que nous justement, vu que moi maintenant j'ai ma marque de compléments alimentaires, on me dit ouais mais t'essayes de vendre. Non, j'essaye de te faciliter la vie. Totalement. Et d'aller plus vite. Exactement, d'aller plus vite et plus efficacement. Totalement. Pourquoi est-ce que tu veux souffrir pendant 1 an alors que tu pourrais faire ça en 6 mois? Enfin je comprends pas. Que 1 an le pire c'est que t'es gentil. Gentil, tout dépend de son parce que sincèrement, quand t'es même même à 5, un HOMA à 5, si tu fais que l'alimentation, c'est même pas gagné que en 1 an tu. J'ai vu des résultats mais avec des alimentations drastiques. Bah oui. On n'est pas pour, mais j'ai vu des HOMA qui ont beaucoup baissé avec le keto. On en parlerait. Avec le keto. La résistance à l'insuline. La résistance à l'insuline. Et après, on sait très bien que c'est pas sur le long terme. Oui, donc, voilà. L'effet yo-yo revient derrière. Voilà, c'est beaucoup de choses. Donc votre complément alimentaire, on en revient juste. Des fois, c'est pour même vous remotiver parce que vous allez vous sentir vite mieux, voir plus de résultats, que ce soit dans votre corps et même sur les prises de sang. Et du coup, c'est même pas pour vous vendre. Moi, on en revient, j'ai aucun intérêt à vendre les compléments alimentaires. Seulement, je sais que les gens, ils sont contents. Parce qu'ils se Toi, tu les vends pas. Toi, tu les conseilles. Je les totalement. Libre ou non de choisir. Libre ou non de choisir le laboratoire avec qui tu peux. Il n'y a aucune obligation, mais c'est que souvent, ceux qui les prennent, honnêtement, on va pas se mentir, ils ont des résultats beaucoup plus rapides. Voilà. Et donc, on en revient, les compléments ne vous font pas maigrir, mais quand vous faites des efforts alimentaires et que vous les prenez, par contre, je suis désolée, mais c'est synergique. Il y a des résultats beaucoup plus prononcés et plus rapides. Ça facilite. Ça facilite. Les résultats. Ça facilite les résultats et comme tu dis aussi, ça facilite la vie. Par exemple, pour quelqu'un qui a de la résistance à l'insuline, ce besoin de manger, il est viscéral. Totalement. Moi, je sais que je souffrais de résistance à l'insuline. Mes besoins en termes de sucreries, de bonbons, de sucre, c'était presque animal. Enfin, j'allais à l'encontre de mon ancien travail pour aller acheter à manger. Enfin, il fallait que je mange du sucre. C'était obligatoire. Donc, les compléments alimentaires là-dessus peuvent nous aider à baisser ce genre de pulsion. Et enfin, on n'a plus l'impression de se battre H24 avec notre... Totalement commandé, comme tu dis, par ton instinct. Ouais, exactement. Surtout un instinct qui te demande de manger du sucre. M'expliquer le lien qu'on peut trouver entre l'hypothyroïdie et la prise de poids. Du coup, c'est assez simple. C'est-à-dire que l'hypothyroïdie, c'est qu'on manque souvent d'hormones thyroïdiennes qui circulent. Donc, on en revient, j'avais parlé un peu de T4, T3. Et tout simplement, les hormones thyroïdiennes, c'est elles qui font brûler les calories et qui régulent en fait le métabolisme basal. Il n'y a pas que la génétique qui rentre en compte, il y a aussi les hormones thyroïdiennes. Donc, moins on en a, moins on brûle. Juste au repos. Donc, imagine juste, tu brûles moins parce que tu as moins d'hormones thyroïdiennes qui circulent. Ce qui se passe, c'est qu'à identique, tu stockes plus. Et donc, tu peux vite grossir. Moi, j'ai des personnes, des fois, là, j'avais une dame, en 2 mois, elle avait eu ses hormones thyroïdiennes qui s'étaient effondrées. Elle avait pris 10 kilos en 2 mois. 10 kilos en 2 mois, si ça vous arrive, c'est que c'est sûr qu'il y a quelque chose dans votre corps. C'est clair. On prend pas 10 kilos en 2 mois en ayant mangé un petit peu plus de sucre ou un petit peu plus de frites. Les calories, c'est énorme. Possible. Déséquilibre métabolique ou hormonal, c'est obligé. Ah oui. En fait, c'est assez simple. C'est vraiment, pas juste la TSH, mais vraiment les hormones qui circulent. Quand on en a moins, tout court, on brûle moins. Donc, on stocke plus. Ouais, donc, c'est pour ça aussi qu'il faut vraiment faire des prises de sang plus complètes et pas juste la TSH parce que sinon, on sait pas, en fait. Totalement. On passe des fois totalement à côté de la chose. Thyroïde, j'ai l'impression que tout le monde l'a, mais personne ne comprend ce qu'ils ont vraiment. Puis encore plus quand on prend de l'âge. Tu vois, nous encore, on est dans l'âge entre 30. Dès que les femmes dépassent 40, si elles regardent pas plus en détail les hormones thyroïdiennes, comme ça s'abaisse un peu naturellement avec l'âge, des fois on comprend pas pourquoi on grossit. En fait, juste tes hormones thyroïdiennes, elles se sont abaissées. T'as rien changé, donc voilà, tu stockes plus qu'avant. Ton métabolisme, il est moins puissant, on va dire. Totalement. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut avoir une thyroïde normale et pourtant présenter ces symptômes-là et galérer à perdre du poids? Encore une fois, parce que des fois, les médecins regardent juste la TSH. Ta TSH, elle est parfaite, elle est dans les fourchettes labo. On en revient, du coup, je voulais vite fait parler des fourchettes labo. J'en parle dans Révolution perte de poids. Je dis non mais c'est même pas pour faire de la pub, dire que j'ai fait un petit passage là-dessus, j'expliquais que les fourchettes labo, si vous le savez pas,
c'est des moyennes des gens qui se font piquer dans le labo. D'ailleurs, d'un labo à l'autre, Les normes sont différentes. les normes, c'est pas tout à fait pareil. Mais du coup, c'est pas des valeurs de santé optimales. Totalement. Et d'ailleurs, dans d'autres pays, sachez que la TSH, dans plein d'autres pays, elle est abaissée à 2. C'est-à-dire, ils disent qu'il faut que ce soit entre 0 et quelques et 2. Alors que nous, en France, Et je crois que c'est 3,9 ou 4,5. des labos carrément 4,5 même. Ok, Certains c'est ça, labos bah, 4,5, 5. Ouais. Crois-moi que quand tu as une TSH à 5, t'es pas au top de ta forme. Totalement. Les symptômes qu'on peut un peu souvent ressentir, c'est pareil, les cheveux qui vont pas très bien. On peut avoir les cheveux qui tombent, être gonflés. Corps corporel difficile à gérer aussi. Totalement. On va avoir tout le temps Tout le temps froid. les ongles cassants, difficile à digérer aussi. Et ballonné tout le temps. Lourdeur de la digestion, surtout lorsqu'on mange gras. Enfin, il y a tellement de symptômes. La constipation. La fatigue. La fatigue, la La constipation. constipation. Il y a tellement de symptômes liés. Et on oublie même les acouphènes. Les Totalement. acouphènes, c'est un symptôme de l'hypothyroïdie et c'est... Ah bah ça, même moi je l'ai déjà vécu plein de fois. c'est Et que gênant. je sais, ah bah c'est horrible. C'est horrible. Et que d'ailleurs dès que ça allait mieux, Ouais. ça repartait. Ça repart. Ça repartait. En fait, c'est un espèce de capteur que le corps te donne. Moi, je sais que, après, c'est un tic, hein, mais quand, par exemple, les filles me disent, ouais, j'ai froid, ou il y en a une qui a tout le temps froid, Mhm. on me dit, mais toi, faut que tu fasses vérifier ta thyroïde. Totalement, bah bien sûr. Tout le temps, froid. Bien sûr. Ouais, c'est ça, la frilosité. Et puis la prise de poids. Ouais, la prise de poids Et donc aussi. on en revient. Ça, c'est, ouais. Et du coup, tout ça pour dire que voilà, donc on se disait en fait des fois votre TSH elle est dans les fourchettes labo, mais dans les hormones qui circulent, encore une fois, T4 et T3 sont basses. Mm. Et du coup, bah ça suffit en fait pour du coup avoir un problème de thyroïde, c'est-à-dire une thyroïde qui est ralentie. Vous avez peut-être pas une maladie officielle diagnostiquée parce que c'est vrai que quand on a une vraie Hashimoto, une vraie hypothyroïdie, on sort totalement des fourchettes. Ouais. On peut avoir juste une thyroïde au ralenti, raplapla, alors que la TSH elle est ok, mais T4 et T3 qui sont basses. De quand que tu demandes, toi, des recherches complémentaires pour Hashimoto, pour aller vers Hashimoto? C'est quoi les éléments pour toi qui te font dire, faites attention, vous avez peut-être Hashimoto? Tout court, déjà, les gens qui savent qu'ils ont déjà des problèmes de thyroïde, le médecin, regardez les anticorps. Ok. Moi, je sais que pour la perte de poids, j'aime bien savoir, parce que quand il y a des anticorps, il y a Totalement. souvent plus d'inflammation, de déséquilibre immunitaire, donc j'aime bien savoir pour la perte de poids. Après, des fois, des gens qui ont déjà eu Hashimoto dans le passé, ils n'ont pas refait depuis très longtemps, donc j'aime bien revoir où est-ce qu'on en est. Et effectivement, quand les gens ils ont déjà une maladie de la thyroïde ou que la TSH est très très haute, j'aime bien regarder. Je te pose une question, je sais pas si tu pourrais y répondre, mais est-ce que pour toi, l'augmentation des anticorps ATG et ATPO, pour toi, c'est le symptôme que la maladie est encore moins bien gérée? Est-ce que il est important de les faire surveiller régulièrement et de voir qu'ils baissent ou qu'ils stagnent, ou même s'ils augmentent drastiquement, c'est pas trop grave? Moi, je pense que c'est important. Ok, moi aussi, c'est un truc que je fais vraiment attention avec mes clients. Ouais. Chaque rendez-vous, je leur demande de vérifier. Je veux faire attention à ce qui baisse, mais je voulais voir si je suis la seule à faire. Non, moi aussi, j'aime bien. Alors, parce que moi-même, j'ai Hashimoto. Donc, quand mes anticorps s'y remontent, je vais pas être contente de moi. Savoir que dans le diagnostic d'Hashimoto, ils regardent les anticorps, mais des fois, ils font aussi de l'échographie. Oui. Parce que seulement les anticorps, des fois, ne suffisent pas. Certains médecins diagnostiquent pas comme ça. Ils ont vraiment besoin de regarder l'échographie. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous voyez que les anticorps baissent, c'est positif. On se doute que ça va un peu au niveau inflammatoire et au niveau immunitaire, les choses se calment. Et souvent avec un changement alimentaire. Hashimoto, pour moi, là-bas, c'est l'alimentation. Ça va déjà beaucoup mieux au niveau des anticorps. Après, malheureusement comme moi, des fois, les anticorps baissent beaucoup parce qu'on a changé notre alimentation, mais les anticorps ont tellement abîmé la thyroïde que malheureusement, elle est abîmée. Oui. Elle remarchera jamais comme avant. Mais Bien au sûr. moins, le système inflammatoire et le côté auto-immun s'est calmé. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Totalement. C'est déjà bien. Ça évite de continuer de grossir. On peut plus facilement maigrir et ça limite les dégâts. Totalement. Et même au niveau des symptômes, c'est limité aussi. Oui. Ça réduit aussi les symptômes. En fait, j'ai remarqué que ça diminue, ça diminue beaucoup le côté ascenseur émotionnel. Les femmes qui ont beaucoup d'anticorps, elles me disent, je suis en dents de scie H24. C'est-à-dire, elles vont pleurer, rire, pleurer, et c'est beaucoup plus difficile à gérer. Il y a moins de linéarité. Tous les hormones qui nous gâchent la vie au quotidien en tant que sur notre humeur. Totalement. Donc les gens disent qu'est-ce qu'il y a, t'as tes règles, mais en fait il y a tellement de choses, les androgènes ça agit, les problèmes de microbiote ça agit, c'est nos règles tout le temps quoi en gros. C'est comme si on avait nos règles tout le temps. Non mais c'est pas si simple que ça. Femme est cyclique. Totalement. Voilà. Totalement. On est cyclique, mais il y a aussi nos hormones derrière qui sont là. Et toi, je le vois, j'ai pas du tout la même énergie entre J7 et J14 et après, pas du tout. Ouais.
Je vais pas être rayonnante de la même manière. Mm-hmm. Mon moral ne va pas être le même. Mon énergie. L'envie, le stress, notre capacité à gérer le stress, elle est différente. Notre capacité à gérer les conflits aussi est différente. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui agissent sur notre humeur et c'est incroyable. Enfin, Envie alimentaire aussi. Donc, est-ce que il est... Enfin, maintenant qu'on a parlé de la thyroïde, on va parler de la résistance à l'insuline, puisque ça concerne 75% des femmes SOPK, donc c'est un élément majeur. Et j'aimerais savoir... en fait, j'aimerais que tu nous expliques, parce que ça, j'ai énormément de ce cas avec mes clients, qu'on peut avoir la résistance à l'insuline en glycémie dans les normes. Et ça, beaucoup me disent... Toi aussi, tu l'as. Bah oui. Est-ce que vous souffrez de résistance à l'insuline? Non, ma glycémie est normale. Non, ça suffit pas. Clairement pas, ça suffit pas. Est-ce que tu peux nous expliquer comment c'est possible et pourquoi est-ce que la résistance à l'insuline est un frein majeur à la perte de poids? C'est ça. C'est qu'en fait, souvent, les examens de routine, bah, Iman, c'est ça, ils font tout le temps la glycémie. Totalement. Donc, la glycémie, des fois, elle est parfaite. J'ai déjà eu des gens qui avaient des glycémies très basses, genre archi. Pareil, et une résistance à l'insuline. Énorme. Une Camille, parce que je m'en souviens, c'est des chiffres, avec un SOPK. Que je faisais maigrir. Je m'occupais que de ça. Avec un peu de chance, mais parce qu'elle avait beaucoup baissé sa résistance à l'insuline. Donc, les cycles sont revenus. C'était de base que pour la perte de poids. C'est en lien, parce que bien sûr, même quand tu vas en PMA, on te dit, la première chose qu'on te dit, c'est il faut perdre du poids. Et c'est pas il faut perdre du poids, c'est il faut que tu gères ta résistance à l'insuline pour que ça déclenche l'ovulation, pour que tu puisses tomber enceinte. La partie d'Iman, si vous avez besoin, c'est elle qu'il faut aller voir. Moi, je vous fais maigrir. Moi, je vous fais maigrir avec les problèmes hormonaux, c'est ça que j'aime bien. Oui, mais pour la partie... Totalement. Mais c'est ça qui est rare. Oui. C'est ça qui est rare. On nous donne tous des plans alimentaires standards. Du sport, juste ça. Totalement. On te dit mange sain. Tout ça pour dire que cette Camille, elle avait, je me souviens, une glycémie à 0,77 basse, le matin à jeun, et elle avait un HOMA à 8, quelque chose comme ça. Tu vois. Et tout ça pour dire qu'en fait, chez elle, sa glycémie était très bien, parce que le pancréas faisait son travail, il faisait encore son travail, donc il sécrétait l'insuline, ça abaissait la glycémie, donc elle était basse, mais son insuline était très haute. Elle avait une insuline, mais vraiment tout en haut du plafond. Et du coup, comme le calcul du HOMA, du test HOMA est fait sur... ils font le calcul avec la glycémie, l'insulinémie. Elle, c'était son insulinémie qui était haute. Donc, elle a une grosse résistance à l'insuline. Et pour maigrir, en fait, ce qu'il faut, il faut des taux d'insuline bas. Donc, en fait, on peut pas... Et pour ça que la pauvre, elle n'arrivait pas à... L'insuline est une hormone de stockage. Et puis surtout, souvent, en plus, quand même, on stocke beaucoup au niveau abdominal. Total. Donc, nous, les femmes, en plus, c'est difficile à vivre. Quand on prend du ventre, c'est pas agréable. Donc, en fait, elle n'arrivait pas à maigrir. Enfin, je dis Camille, parce que je l'ai eu, et je m'en souviens très bien. Mais du coup, si vous avez une insuline qui est haute, c'est souvent impossible de maigrir, ou du moins, les efforts fournis vont apporter très peu de résultats. Du coup, ça va être totalement. Et démotivant. Totalement. Mais il y en a beaucoup. Après, il y a aussi un point important, et tu l'expliquais tout à l'heure, que la résistance à l'insuline, et je pense de même pour la perte de poids, c'est pas ultra rapide. Dans le sens où il faut être patient. Total. Et lui, en fait, les gens veulent du 10 kilos par mois ou du 10 kilos tous les 2 mois. Un peu les vidéos chocs qu'on voit sur TikTok du style comment j'ai perdu mon ventre en 10 jours. Ah non. Et c'est surtout qu'en fait, c'est pas vrai. Bah non. C'est-à-dire, ou peut-être que c'est chez des gens qui n'ont aucun problème hormonaux, problème métabolique et juste... Ils sont affamés. Et juste, ils ont rien mangé. Ouais, exactement, ils sont affamés. Ils ont rien mangé ou ils ont fait la soupe aux choux pendant un mois. Exactement. Voilà. Non, en vrai de vrai, moi, je préfère quelqu'un qui perde 1 ou 2 kilos par mois et ça pendant 10 mois, 1 an et qui maigrisse sainement et qui a compris ce qu'il faut faire pour ensuite continuer dans la durée. Parce qu'en fait, il vaut mieux perdre moins vite, mais conserver le poids perdu. Non, mais de toute façon, le corps, il a un temps d'adaptation au poids acquis. Et le qui, si la perte de poids, elle est trop rapide, trop agressive, le poids acquis, on dit que c'est entre 8 et 16 semaines. C'est-à-dire qu'il faut rester à ce poids entre 8 et 16 semaines. D'où l'effet yo-yo. Par contre, si c'est une baisse progressive et on a fait une perte de poids raisonnée et raisonnable, là, on a le poids acquis en 3 semaines. Enfin, pour moi, c'est vite fait. Hein. Oui, et puis en plus, j'ai envie de dire, ça sert à rien de perdre archi vite pour tout reprendre derrière. Et même, enfin, tu perds du muscle aussi, hein, pour la résistance à l'insuline. Tu l'as très bien dit, parce que c'est ça, quand on perd du poids trop rapidement, on perd du muscle et du coup, encore une fois, alors du coup, c'est pas bon pour la résistance à l'insuline, mais ça abaisse en plus, encore une fois, le métabolisme de base. C'est clair et net. Donc, aucun intérêt. Ouais, non, mais totalement. Et donc, oui, la résistance à l'insuline, c'est juste que quand elle est très haute, ne croyez pas qu'en 2 mois, elle va partir. Il faut du coup faire le plan alimentaire, prendre des compléments
et puis se bouger. Tu conseillerais quoi comme complément? Comme Alors, micronutriments. Voilà. Comme micronutriments, bah, en fait, des fois aussi, je sais pas toi, mais moi, je trouve que ça dépend du niveau de résistance à l'insuline. Ok, ouais. Si c'est tout petit, quand c'est tout petit, je sais que j'ai tendance à pas mettre de berbérine. Ok. Parce que des fois, je trouve que c'est trop fort. Ok. Voilà. Si c'est des grosses résistances à l'insuline, il n'y a pas photo, je vais mettre de la berbérine et du chrome. Je mets pas trop de myo-inositol parce que je travaille pas sur la facilité. Ouais, okay. Mais toi, je suppose que c'est peut-être ce que tu ferais. Le myo-inositol, dans le cadre de la résistance à l'insuline, je le mettrais, mais juste pour la gestion des pulsions sucrées et la resensibilisation des cellules à l'insuline. Mais ça peut être, enfin, tu peux le modifier par du magnésium. Tout dépend de la formule. Après, moi, je conseille mes compléments, donc forcément, ça en compte. Mais au fond, tu pourrais très bien remplacer cette quantité de myo-inositol par du magnésium et ça a un effet similaire. T'allais me dire que t'allais en mettre, tu vois. Surtout, tentation émotionnelle, parce que vu qu'en plus le magnésium calme, donc il y a aussi un intérêt. Mais non, oui, c'est vrai que moi, en fonction effectivement de la personne, les compléments sont différents, mais après la base reste la même, hein, le chrome, le réservatrol. J'allais y venir, et par contre, quand il y a petite résistance à l'insuline, je mets pas forcément resveratrol, mais quand il y a des grosses, je mets tout le temps du resveratrol parce qu'il faut absolument travailler sur le stress oxydatif. Totalement. Et puis après, on en revient et il faut regarder l'inflammation. Parce que souvent, quand il y a des grosses résistances, il y a de l'inflammation. Donc là, il va falloir mettre des oméga 3, de la curcumine. Il y en a qui mettent de la boswellia. Ouais. Moi, ça dépend. Voilà, il faut que je vois le cas de la personne. Ouais. Mais boswellia, moi, je l'aurais jamais mis pour la résistance à l'insuline. En fait, je la mets pas pour la problème articulaire. Je la mets pour l'inflammation. Parce que quand il y a une grosse inflammation, souvent dans les intestins aussi, parce que la CRP ultra sensible, on dit que c'est un peu l'inflammation hépatique, mais souvent quand c'est hépatique, il y a dans les intestins aussi. Et du coup, des fois, la Boswellia serrata marche très bien pour faire baisser l'inflammation. Et comme on sait que inflammation et résistance à l'insuline sont corrélées, des fois, oui. Ça, voilà. Tu tiens un peu le foie ou jamais? Tout le temps, mais pas tout le temps. Vu que pour moi, c'est l'une des plus grosses réserves de glycogène. Tu le fais souvent, toi? En consultation, assez régulièrement, assez régulièrement. Vu qu'en plus, moi, c'est plus des équilibres hormonaux, mais œstrogènes, etc. Des activatons des œstrogènes, tout provient du foie, donc je mettrais un soutien hépatique. Moi, je le fais de temps en temps. Alors, je t'explique pourquoi. Parce que si c'est des problèmes thyroïdiens, il faut que je fasse attention. C'est-à-dire que il y a plein de choses qui vont pas passer chez les hypothyroïdies. Exemple, chaud, radis noir, toutes ces choses fortes possibles. Il y a que le desmodium qui vont supporter. Encore, tu vois, avec une femme SOPK, je ne donnerais pas desmodium tout de suite, tu vois, parce que le desmodium, ça peut donner de l'acné. D'accord. Donc en fait, ça crée une détox assez importante de l'acné. Donc sur une personne qui a de l'hyperandrogénie, c'est le desmodium, il est vachement déconseillé. Donc j'irais sur de la silimarine, du NAC. D'accord, sur le NaCC. C'est NaCC. Mais tu vois, en clair, c'est pour ça que quand les gens ils disent mais pourquoi vous nous donnez pas toutes les infos? Mais parce que c'est en fonction de chaque. C'est pour ça qu'en fait, il faut qu'on ait le cas de la personne. Exactement. Et que moi je vais voir tout ce qu'elle va me dire, les antécédents médicaux, dans la famille, les symptômes qu'elle a, qu'est-ce qui lui est arrivé et qu'est-ce qu'elle prend comme médicament. Totalement. Pour pas faire de bêtises. D'accord. Et voilà. Je regarde souvent aussi les gamma GT, tout ce qui est alate, asat. Par contre, c'est sûr que quand il y a asat, alate, je mets tout le temps quelque chose pour le foie. Et selon ce qu'elle va me dire. Mais je fais juste attention à ce que je mets. Parce qu'il y a des choses que des fois les femmes ne supportent. Totalement. Vraiment. Totalement. Et même il y a certaines vitamines par exemple qui sont pas du tout tolérées par celles qui n'ont plus de thyroïde. Enfin vraiment. Oui. C'est pas un jeu. C'est pas les fast-food alimentaires, c'est pas un jeu. Et il faut vraiment choisir avec déjà bien sûr la qualité du labo, la composition, mais c'est pas un jeu, la santé en fait, jeu. Et en fait c'est tellement complexe, il faut essayer de comprendre au maximum ce qui se passe quoi. Donc on avait vu que la résistance à l'insuline favorise la prise de poids, et tu nous disais que par exemple une femme qui a une résistance à l'insuline, un HOMA à 5, tu penses que elle peut commencer à perdre du poids à partir de quand? Est-ce que au bout de 2-3 mois elle verra une perte de poids, ou tu penses que même pas? Moi elles maigrissent quand même, mais elles vont pas maigrir très très vite. D'accord. Elles vont pas maigrir. Elles maigrissent quand même au début. Et pas beaucoup. Que beaucoup parlent de perte de poids bloquée. Parce que c'est vrai. Le problème, c'est que c'est vrai. C'est-à-dire que du coup, va falloir dans le plan alimentaire, s'il y a un HOMA à 5, faut vraiment regarder tout ce qu'elle mange. Regarder tout, et même les graisses. Ah oui, ok. Parce qu'on croit que le problème c'est que le sucre, parce qu'il y a de la résistance à l'insuline, mais il va falloir limiter quand même le gras, même si c'est du bon gras, Et pareil, il va falloir vraiment augmenter les protéines. Non, oui, non mais totalement. Tu vois? Mais oui, non mais c'est beaucoup plus
Ouais, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. C'est comme il y en a certains qui doivent limiter le sel. Est-ce que tu peux nous dire quelle est l'importance des protéines dans le cadre de l'alimentation, surtout quand on veut prendre soin de ses hormones et de son poids, mais surtout, est-ce que tu peux nous donner des erreurs à ne pas faire ou les erreurs que tu vois souvent, toi, dans les assiettes qui sont dites saines? Parce que ça, c'est quand même intéressant parce que juste, c'est pas parce que tu manges sain que tu manges parfaitement pour maigrir. On en revient à manger sain, souvent, c'est quand même bien, tu luttes contre l'inflammation. Tu vois, il y a quand même un côté intéressant, mais tu peux quand même des fois ne pas maigrir parce que tu peux manger trop de calories. L'intérêt des protéines, c'est qu'il y a tellement d'intérêt. Déjà tout court, ça apporte des acides aminés qui vont nourrir les hormones thyroïdiennes. Ça va entretenir la masse musculaire qui fait ton métabolisme basal, c'est-à-dire combien tu brûles de calories au repos sans rien faire. Les protéines, je trouve que c'est hyper rassasiant. Totalement. Je dis vraiment, ça évite les fringales, indépendamment de l'aspect métabolique et hormonal. Juste, ça rassasie vraiment. On est calé. Ah oui, on mange beaucoup moins. Quand on mange très protéiné, on mange beaucoup moins. On mange beaucoup moins. Après, il y a très protéiné et ultra protéiné. Et hyper, on n'est pas dans l'hyper, mais juste suffisamment. Tu parles de combien de grammes de protéines au poids de corps, par exemple? Minimum du minimum, 1 gramme. Minimum, 1 gramme de protéines par kilo corporel. Et des fois, je calcule quand même plus. Des fois, c'est plus. Sur le poids qu'elle devrait peser ou sur le poids actuel qu'elle pèse? Je fais 1 gramme par kilo, je fais 1 gramme par kilo sur combien tu pèses maintenant. Par contre, si je calcule genre 1, je fais sur le poids qu'elle devrait peser. Je suis d'accord. Parce que ça, c'est une erreur que beaucoup de gens font parce que tu sais, ils entendent qu'il faut 1,8 g de protéines par poids de corps. Sauf que quand tu pèses plus de 150, 130 kilos, c'est énorme. Oui, et du coup, ça va peut-être faire même trop. Bien sûr. Donc c'est par rapport à l'objectif qui est la perte de. Exactement, parce que faut pas oublier que les protéines c'est quand même des calories. Voilà. Là, si tu veux rester dans ton apport calorique de base, il faudrait que tu manges que ça exclusivement. Ça va pas aller. Ça va pas aller. Donc c'est pour ça qu'il est important de faire la différence entre le poids que vous faites et le poids que vous devriez faire. Il y a plein de choses à prendre. T'as très bien posé la question. Je sais que moi au début, je pensais, avant de devenir, de faire mon métier, je pensais que quand on disait 1 kg par poids de corps, c'était notre poids de corps, quoi. Qu'on pèse 100, 200, 300 kilos, voilà. C'était 1, alors que non, pas du tout. Voilà, et puis surtout, si plus tu montes, si tu fais 1,5 ou même plus, effectivement, il faut absolument que ce soit sur le poids visé, parce que sinon, ça fait trop. Bah oui, mais tu manges que ça. Du coup, après, tu manges que ça, et tu peux ne pas bien maigrir aussi quand même. Ah, totalement. Donc, du coup, métabolisme, satiété, ça joue dans les hormones thyroïdiennes et dans du coup le métabolisme du glucose. Donc c'est-à-dire que ça va aider à faire baisser les pics de glycémie. Ça va faire baisser ton hémoglobine glyquée. C'est aussi ça en fait. Là, on n'a pas trop parlé de l'hémoglobine glyquée, mais baisser les pics de glucose. En fait, on va avoir tendance à faire moins de pics de glycémie, pics de glucose. Donc, d'une certaine manière, au bout d'un moment, on va aussi baisser notre hémoglobine glyquée. Et en fait, on va baisser notre insulinémie. Donc, en fait, l'intérêt dans les protéines, c'est que ça va jouer sur la glycémie, mais aussi après sur l'insulinémie. Totalement. Okay. Du coup, un vrai intérêt dans la perte de poids. Mais moi, je me permets d'ajouter, j'ai personnellement... Et là, je parle vraiment à titre personnel. Vu une énorme différence, dans un premier temps, pour faciliter ma perte de poids, quand j'ai ajouté des protéines. Oui. Après, je vois une différence entre les protéines ultra transformées et les protéines brutes, déjà, parce que protéines, elles n'ont pas toutes la même qualité. Ils n'ont pas toutes la même base d'acides aminés. Il y en a qui sont complètes, il y en a qui sont pas complètes, il y en a qui sont plus facilement digérables. Voilà. Mais j'ai vu une différence énorme lorsque j'ai ajouté les fibres. Moi, par exemple, je sais que... Je mangeais pas assez de légumes. Non, pas assez. Je mangeais peu de légumes, mais surtout peu de fibres. Et en fait, quand on voit les exigences en termes de fibres, j'étais loin. Et en fait, j'ai jamais été autant rassasiée de ma vie qu'avec les fibres. Alors que déjà qu'avec les protéines, ça avait augmenté mon taux de satiété. Les fibres, ça change la vie. En fait, de base, on dit 5 fruits et légumes par jour. Ah, mais oui. C'est quand même pas des conneries, dans le sens où c'est vrai que, normalement, tu peux manger, au moins 2 fois ou 2-3 fois par jour des crudités, des légumes, et peut-être 2 fruits par jour, et t'as bien tes 5 fruits et légumes, mais t'as fait comment, toi, pour ajouter? Moi, en clair, j'ai commencé à me focus uniquement sur les fibres. Donc, par exemple, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit vraiment au petit déjeuner. Au petit déjeuner, donc déjà, j'ai ajouté, j'avais toujours dans un bol à côté des graines de chia trempées. Donc ça dépend vraiment de sa intestinale, mais toujours chia trempé avec du lait de coco pour éviter le pic glycémique. Et je rajoutais également des fruits. J'ai rajouté souvent des framboises parce que les framboises en fibres aussi. Ensuite, j'intègre au-dessus tout ce qui est graines de chanvre, en plus des graines de
des graines de chia. Et par exemple, si je faisais un toast à côté, donc j'ajoutais par exemple du cottage cheese, mais au-dessus, j'allais ajouter des graines de courge. Okay. Donc déjà, tu avais une bonne base de fibres. Et là, c'est arrivé à un next level quand j'ai commencé à intégrer, par exemple, dans mes recettes de granola, dans mes recettes de gâteau, du psyllium. Donc, le psyllium, là, par exemple, ce matin, j'ai mangé un banana bread de psyllium, graines de pavot avec des graines de chanvre et des graines de chia. Bah, je sais que j'ai atteint 9 grammes de fibres juste avec mon petit-déj. C'est très bien. Sans compter les fruits que j'ai ajoutés à côté. C'est parfait. Et je sais que, ma capacité de satiété, elle est dingue, beaucoup plus qu'avec les protéines. Mais je sais que les protéines, c'est essentiel pour le développement musculaire. Qui dit muscle dit résistance à l'insuline, enfin réduction de la résistance à l'insuline. Donc voilà, mais les protéines, j'aime bien. Mais fibres, je commence à... Iman, tu as tout à fait raison. Moi, quand j'étais plus jeune et que j'étais pas encore dans le milieu professionnel, j'étudiais, c'était à l'époque, je crois que c'était quand j'étais à l'INRA, c'est l'Institut national de recherche agronomique. En fait, on faisait plein de tests en labo. Et à la base, on faisait des tests, j'ai toujours été dans la nutrition, hein, et on faisait des tests pour après proposer des collations chez les obèses. D'accord. Et on fait des mélanges. C'était des mélanges protéines et fibres, protéines et sel, protéines et gras. Et c'était les protéines plus fibres qui avaient le meilleur taux de satiété. Donc du coup, c'est très intéressant ce que tu dis. Et je te confirme qu'en plus, dans les études, nous, on avait prouvé ça dans l'institut où j'étais. En fait, maintenant, je suis devenue une advocate de tout ce qui est fibres. Parce que vraiment, je me suis... en clair, j'ai eu des problèmes gastriques. J'ai commencé à avoir de la constipation à cause de mes problèmes gastriques. Et donc, il a fallu que je rajoute des fibres. Et quand j'ai commencé à rajouter des fibres... Tu t'es senti beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Et même, j'avais plus toute cette... on appelle ça le bruit alimentaire. J'avais pas envie de manger H24. J'avais pas besoin d'accompagner tous les matins ma session de travail avec un café ou... Même ça, en fait, un grand verre d'eau, ça suffit. De toute façon, quand on voit qu'on arrive à arrêter ou à baisser le café, c'est que déjà on va mieux. C'est que ça prouve que tout ce qu'on a fait à côté, c'est pas faux, marche très bien. Là, je vais complètement arrêter le café. Je suis au matcha, alors je suis une grande addict au café. Très bien, très bien. Moi, perso, j'ai pas réussi à arrêter totalement. Mais j'essaie d'en avoir un le matin. Bien. Mais quand j'étais dans les bureaux plus jeunes, je pense que je tournais à 6 ou... Non, quand même. Je pouvais tourner à 6 cafés à l'époque quand j'étais plus jeune. Oui. Non, mais c'était abusé, c'était indécent. Ah oui, et tu rajoutais du sucre? Non, par contre, mais je rajoutais du lait de vache. À cette époque-là. Ouais. C'est pas mieux. C'est pas mieux. Justement, après, on parlera un peu de quelles sont l'alimentation que tu as mis en place pour Hashimoto. Je pense que ça peut être super intéressant. Ouais. Et après, moi, je dirais ce que j'ai mis en place pour le SOPK. Et on va voir qu'en fait, au fond, c'est très similaire. Parce qu'on en a déjà parlé. Je pense qu'il y a on pas mal sait de que c'est très, très similaire. Qui se ressemblent. Les erreurs. Ah oui, voilà. L'erreur alimentaire que tu vois souvent dans une assiette dite saine. Alors, voilà. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut pas faire ça. Parce que c'est une alimentation très saine. Tout ce que je vais vous parler là, ça va être plutôt anti-inflammatoire. Donc c'est très bien, mais juste attention quand même, parce que même si on veut pas compter les calories, moi je fais pas souvent compter les calories, presque jamais. De temps en temps quand même, quand je vois que vraiment on a tout fait, et que je comprends toujours pas, mais on peut très bien faire sans. Mais des fois il y a des choses qui sont très caloriques. Je te dis n'importe quoi. Exemple, tu manges même, je te fais matin, midi, soir ou matin, midi, goûter juste vite fait. Ouais, si dis-moi. Tu fais, je sais pas, flocons d'avoine, banane, purée d'amande ou purée de noisettes. Ouais. Tu te mets pas mal de flocons d'avoine, une grosse banane et je sais pas 2 cuillères à soupe de purée d'amande. Ouais. Tu peux avoir un petit déj à 600 calories, ouais. 600, peut-être même 700 calories. Bah oui, parce que le flocon d'avoine, tu le mélanges à quoi? De l'eau ou du lait? Bah, du lait, et puis des fois, du lait, donc, tu mets une grosse banane, tu te rajoutes les purées, tu te mets un peu de sirop de quelque chose, ou du miel. Totalement. Le midi, si tu te fais un gros pokéball, avec un peu trop de riz, et de l'avocat, et du houmous. Et du saumon. J'allais y venir. Saumon, houmous, avocat. Et je sais pas, et si tu rajoutes un autre, de la sauce sucrée. Déjà, ça n'empêche pas que c'est sain. Ça n'empêche pas. Mais là, c'est sain. C'est sain. Mais en termes de caloriques, et même d'indice glycémique aussi. Oui, parce qu'il y a beaucoup de riz. Déjà, le petit-déj, t'as réussi à contrebalancer avec peut-être les fibres du flocon d'avoine et avec le gras de la purée d'amande. Et encore, et encore la banane. Si tu te poses le capteur et que tu vérifies, je pense que ça avec les flocons, bananes, ça va quand même. Avec le cortisol élevé le matin, je pense que ça monte. Ça monte très vite. Ouais. Ça monte très très vite. Après le riz blanc dans les pokés et tout. Mais oui, bon, surtout que c'est du riz vinaigré. Tu sais, c'est pas du riz vraiment brut. Ils l'ont mélangé avec un vinaigre de riz qui est indice glycémique élevé aussi. Donc là, t'es au top du top. Ouais. C'est-à-dire que c'est sain. Hein. Ouais, c'est sain. Et t'as mangé beaucoup de protéines. Enfin, t'as mangé beaucoup de calories.
Donc, en clair, tu as l'impression que c'est sain. Mais ça fait quand même très calorique. Écoutez, je te dis n'importe quoi, le truc hyper sain, je te dis n'importe quoi. Des dattes, du chocolat noir. Et voilà, et là, t'es au top du top. Donc, c'est-à-dire c'est sain. Ouais, mais si tu en mets trop, je sais pas, encore si tu mets une date et un carré de chocolat noir, ça va. Mais je sais pas, si tu mets, j'ai même déjà 3-4 dates, au lieu de mettre petite quantité de noix, tu mets une grosse poignée. T'as une collation, tu peux faire 300, 350, 400 calories. Hein. Facile, ouais. Et là, au total de la journée, ton indice glycémique aussi qui explose. Si tu ajoutes des amandes, non. Mais si tu fais que chocolat, parce que toi, je pense que tu dis chocolat 80%. Quand même, oui. Mais bon, voilà. Les gens normaux ne font pas du chocolat 80%. Pas forcément. Bah non, pas normaux. Mais les gens traditionnellement n'utilisent pas du 80%. Ils vont plus aller vers du Milka, chocolat au lait. Donc là, l'indice glycémique laisse tomber. Et donc à 19h, ils vont être. S'arrêter en plus. Il y a pas de fibres, il y a pas de protéines, il y a rien qui cale. Totalement, il y a que du sucre. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà, en tout cas, tu vois, c'est des exemples où tout est sain, archi sain, et c'est bien sûr, c'est quand même bon pour la santé. Mais pour le poids, tu peux carrément même grossir en mangeant comme ça. Attention à ça. C'est-à-dire, il faut être toujours dans la mesure, que ce soit pour les quantités, pour les associations. En fait, voilà, plein d'aliments sains peuvent quand même te faire grossir. Même si métaboliquement, par exemple, tu peux baisser quand même ton inflammation en mangeant un peu comme ça, mais si tu manges quand même trop de calories, ça n'empêche pas. Hein. N'empêche pas. Totalement. Donc, faut faire attention quand même. Ouais. C'est pas le principe des calories in, calories out. Même s'il y a beaucoup de marqueurs multifactoriels qui peuvent impacter notre métabolisme et donc le principe de calories out. Je pense sincèrement que si on fait pas du tout attention au nombre de calories que l'on consomme, on prend forcément du poids. Il y a un supplément énergétique qui est apporté au corps ne sait faire. Il ne peut pas le faire sortir. Et ben il le stocke. C'est ça. Enfin, c'est comme si tu remplissais une boîte qui est totalement hermétique. La boîte ne peut pas en faire sortir de l'air, donc forcément, elle va le garder en elle. C'est dès qu'il y a un surplus. Après, ce qui est sûr, c'est que c'est vrai qu'en fonction de ta résistance à l'insuline, de tes hormones, si hormones qui circulent, effectivement, tu vas plus brûler. Donc c'est cool. Totalement. Ouais. Mais si tu manges quand même trop en termes de calories, même si c'est sain, tu stockes un peu plus, bien évidemment. Totalement. Malheureusement. Toi, on sait, tu souffres, on en a déjà parlé, tu souffres de la maladie d'Otto. Ouais. Donc c'est une hypothyroïdie. Elle est gérée par médicaments ou tu malheureusement, moi-même, quand on fait une échographie de ma thyroïde, il y a quasiment plus rien qui, on va dire, opérationnel. Elle est toute tachetée. Et tout acheter les anticorps, parce que moi quand j'ai eu le début d'Hashimoto, j'ai vraiment eu une grosse Hashimoto avec des anticorps mais qui étaient tout en haut du plafond. La catastrophe totale. Mais t'as quand même réussi à avoir un enfant. Oui, alors c'est important à dire mais parce que quand j'ai eu mon fils, je mangeais déjà anti-inflammatoire. Oui, c'était géré. Depuis. Donc Hashimoto n'empêche pas d'avoir un enfant, c'est juste que. Non, en tout cas, j'ai pas eu de problème de fertilité, mais attends, il m'annonçait jamais. Si j'avais pas mangé, totalement. Comme je mangeais. Ah mais totalement. Non, en clair, je veux dire que c'est pas parce qu'on a Hashimoto qu'on est stérile. Non, totalement. Mais c'est vrai que tu as raison que de base, ça réduit... bah oui. Tout ce qui est problème immunitaire, malheureusement, ça a un impact. Ouais. Donc, Puis je mangeais déjà, je pense, ça faisait peut-être quand même déjà 4-5 ans. Ah oui. Ça faisait déjà 4-5 ans que je mangeais plus. Moi, pour le coup, avec moi, comme je te disais tout à l'heure en off, moi, je mange plus de gluten vraiment depuis très très longtemps. Les produits laitiers, je mange plus rien à part un peu de fromage. Je m'octroie du fromage parce que c'est bon pour le moral et j'en ai quand même besoin. J'essaie de limiter les quantités. Et tu remplaces par quoi? Enfin, par exemple, le lait, tu remplaces. Je prends du lait d'amande ou du lait de noisette. Moi, j'adore mon préféré. Ouais, c'est ton préféré? Ouais, voilà. Épeautre, noisette, j'adore. Ouais, épeautre, il est un peu plus sucré. Je sais, c'est pour ça que je l'aime. Parce que je trouve sincèrement que les laits végétaux, pour beaucoup, ont le goût d'eau. Bah, ils ont pas beaucoup de goût. Bah oui, ils ont le goût d'eau. Alors, le seul que j'aime, c'est noisette, épeautre seul ou noisette seule. Après, amande, si tu choisis le amande intense. Je trouve que mais il est pâteux. Pâteux. Moi, je trouve pâteux. Donc, le seul où vraiment je trouve mon bonheur, sachant que je suis une grosse consommatrice de lait, ça va être lait épeautre noisette ou noisette seule. Bah, noisette, c'est un peu mieux. En plus, c'est cher. Hein. Ah, mais c'est cher. Bah, c'est pour ça que le mieux, c'est de le faire soi-même. Moi, oui, j'ai vu, il y a une... Moi, j'ai pas le courage. Il y a une machine qui s'appelle Goutte à Goutte, apparemment. Bon, pas de pub, je connais pas la machine du tout. Y a pas de mais il y a pas de partenariat. Si Goutte à Goutte veut nous problème. Mais en tout cas, je sais qu'il y a une machine qui s'appelle Goutte à Goutte où, par exemple, tu vas mettre, je crois, de ce que j'ai vu de leur publicité, tu mettais 10 ou 20 grammes de noisettes, tu rajoutais de l'eau, et t'as une espèce de valve. Et je suis sûre que c'est meilleur.
Mais c'est Et clair je et suis sûre net. que c'est Et meilleur. il n'y a rien, t'as rien rajouté. Tu peux rajouter peut-être de l'extrait de vanille si tu veux, pour rajouter un petit goût. Mais c'est Oui, parce que là, incroyable. dans les laits végétaux, il y a souvent Ouais. Oui. des épaississants, et puis tout ça, c'est pas bon pour le côté digestif. Et même pour hormonal. Enfin, là, il y a des études qui sont sorties sur le soja, le lait de soja. Et il y a un médecin, justement, un chercheur, qui expliquait qu'ils avaient étudié le cycle de 100 femmes. Il leur avait donné du lait de soja, environ 1 litre par jour. Les gens se sont Ouais, un litre, ouais. complètement alertés. Mais 1 litre, c'est énorme. Mais en fait, non, pas tant que ça. Ça peut Si par être exemple, petit. t'en mets un peu dans tes flocons d'avoine le Non, matin, mais je sais, je suis ensuite tu d'accord. rajoutes un verre de café ou tu mets du lait, ah ben allez, Ouais. 150 millilitres. Prends 5 cafés dans la journée, t'as déjà ton Et il litre. disait quoi, du coup, sur ça? Expliquer que justement, le cycle de la femme était, donc soit elles ont vu des règles beaucoup plus douloureuses, Mhm. soit des règles beaucoup plus abondantes, soit un SPM beaucoup plus marqué, soit un retard de règles. D'accord, ok. Donc ça a un impact, bon ça c'est plus l'impact des phytoestrogènes, mais c'est pour ça, il y en a aussi qui disent qu'à l'intérieur il y a de la lectine, pas de la lectine, mais de la Lectine, ouais, lectine. qui est un Ouais. antinutriment, donc à... Oui, oui. Je sais que de toute travailler. façon, je fais toujours attention dans mes recommandations, parce que comme j'ai beaucoup de femmes avec des problèmes thyroïdiens, Mhm. et que en hypothyroïdie, il faut éviter le soja qui est goitrogène. Il va Oui. inhiber encore plus l'absorption des hormones thyroïdiennes. Ça, c'est important de le mentionner. Du coup, je le dis tout le temps. Quand j'ai quelqu'un en consultation, je dis si vous prenez du soja, on va pas en prendre tous les jours ni plusieurs fois par et jour. tofu, etc. aussi. Pareil, ouais, je le dis pareil. Ok. Je dis qu'on va faire un petit peu, D'accord. mais je Donc- vérifie quand même les quantités. Donc une végétarienne. Alors, végétarienne, j'ai toutes mes petites combines. On a beaucoup de choses à faire. Ouais, c'est Il faut beaucoup. Hein. vérifier les quotas C'est protéiques. très difficile. Moi aussi, j'en ai beaucoup en consultation et je trouve que c'est des cas très complexes. Ouais, bah, surtout quand elles veulent maigrir, parce que des fois, elles sont passées au végétarisme, mais elles ont grossi. D'accord. Ah, moi, j'en ai beaucoup. D'accord. Parce qu'elles choisissent des protéines végétales grasses, des simili archigras. Tu sais, les simili viandes. C'est hyper industrialisé en plus. Totalement, totalement. Avec Avec des édulcorants. Et tout des ce qu'il additifs, faut, et plein de bêtises. Donc, chez les végétariennes, il faut des quotas protéiques, mais pas des protéines trop grasses. Mhm. Si en plus elle m'a dit de la thyroïde, faut quand même faire attention qu'elle mange pas trop de tofu. Oui. Voilà, il y a des petites subtilités, mais bon, on s'en sort, mais faut faire du sur-mesure. D'accord. Donc toi, tu as supprimé le lait À moi, alors moi, moi vraiment le lait et le gluten. et le gluten, et je m'octroie quand même du fromage. Ok. Mais tu as une alimentation majoritairement Bah oui, oui. anti-inflammatoire. Ah oui, anti-inflammatoire. Après, voilà, comme tout le monde, je m'achète quand même des pâtes sans gluten. Donc j'essaie d'avoir surtout des pâtes au sarrasin. J'adore les pâtes au sarrasin. Moi aussi. J'adore. Une fois de temps en temps, j'en prends quand même. Pâte aux lentilles aussi, c'est pas mal. Lentilles corail, j'aime bien. Ouais. Celle que j'aime un peu moins, c'est celle au pois cassé. Jamais goûté. Ouais, j'aime un peu moins. Jamais goûté. Moi, j'aime beaucoup le sarrasin. Ah, Brut. sarrasin, Le j'adore. sarrasin brut, le matin En avec cacha, là, les petits grains. Oui, avec les petits grains ouais, complets. Ouais, En clair, avec du lait de coco, des fruits. Oh, j'adore en petit-déj. ouais, Ah, flocons, mais j'adore. Moi, j'ai les flocons, les galettes de sarrasin. Tu sais, les galettes bretonnes. Ah oui, j'en achète tout le temps. Ouais. J'en achète tout le temps. Ça, c'est un J'adore. repas facile à faire. C'est trop Sincèrement, facile. tu mets un peu de crème, un peu de saumon et puis 2-3 concombres et Ouais, ton exactement, repas. c'est très bon. Enfin, c'est sincèrement, très bon. en fait, je Ou pense avec que... du poulet, même avec du poulet aussi, Ouais. c'est bon. Ouais, Et je pense qu'on se rend la vie plus difficile qu'elle ne devrait être, je pense. Alors qu'en fait, on peut faire des petits repas rapides et équilibrés. À Totalement. partir du moment où on se rajoute un peu de légumes, un peu de protéines. Totalement. Voilà. Ouais, non, mais oui. Et on se rend compte vite que quand on a nos acides aminés, donc on a mangé des protéines, qu'on a mangé des fibres et qu'on a mangé des bonnes graisses, parce que pour les hormones, il vous faut des bonnes C'est graisses, ce que j'allais dire. on se rend compte forcément que ça va beaucoup mieux. Dire un peu que toi, parce que moi, du coup, effectivement, moi, personnellement, avec Hashimoto, c'est vrai que je suis un peu drastique sur le gluten. C'est vraiment que occasionnel quand il y a un petit goûter d'anniversaire, je m'octroie un petit bout de gâteau quand même. Et sinon, vraiment, je mange pas au restaurant, je mange pas de pâtes, de pizza. Je fais à la maison. Moi, je suis pas drastique du tout. C'est ça. Et toi, Iman, C'est ça. raconte-moi. Moi, j'ai le SOPK. Je suis ancienne résistante à l'insuline. Donc, je sais que déjà, moi, le sucre, tout ce qui est ultra transformé, c'est très rare. Les seuls produits ultra transformés que je vais manger, ça va être les protéines en poudre. Mais parce que ça dépanne un peu quand Parce même. que ça dépanne. Ça dépanne. Certaines ont un goût dégoûtant, donc j'essaye de faire attention. Mais il y en a beaucoup, enfin, celles mes préférées, elles ont beaucoup d'édulcorants. Mais C'est lesquelles les Woman Best. À base de lesquelles? C'est de protéines de Protéines de lait. De lait. Oui, c'est du Ah lait. ouais, de Ah oui, c'est de lait. Ah c'est ouais. du lait.
Donc, Et ça va, du coup, celle-ci, tu les digères bien? moi, j'ai aucun problème de digestion. Je tolère le gluten, je tolère le lait, mais je ne les mange pas par choix. Ouais, Je ne d'accord. les supprime pas totalement. Si par exemple, moi, en fait, c'est vraiment 80-20. Par contre, toi, tu les 80%, digères. T'as déjà de la chance. J'ai aucun souci. Alors que moi, c'est pas mon cas. La seule que j'ai constaté, effectivement, c'est que depuis quelques années, avec le stress, et je pense surtout principalement avec le stress, et après avoir fait des écarts alimentaires très importants pendant ma deuxième grossesse, j'ai développé une réaction allergique au gluten. Quand je mange trop de gluten, Ah ouais, tu le ressens. je le ressens, je commence à avoir de la dyshydrose, à avoir mes pieds qui me grattent énormément, je me sens pas bien. Donc j'ai commencé à constater, et ça c'est tout nouveau, je ne le savais pas, mais je l'ai vu il y a pas longtemps, et donc maintenant effectivement j'ai réduit ma consommation de gluten. Tu te portes mieux quand même quand tu réduis? Largement. Ouais, tu le vois. Même psychologiquement, tu vois une différence. Une Je clarté, réduis. Quoi, clarté mentale un peu Ouais, plus, totalement. un peu plus, ouais. Totalement. Et même humeur plus stable. Ok. Moins énervée. C'est moins... intéressant. Hein. Oh non, mais oui. Après, j'ai une alimentation vraiment. J'essaye d'avoir un maximum d'alimentation, une alimentation brute, très peu transformée. Après, je cuisine beaucoup. C'est très bien. Mais voilà, moi, le sucre, je l'ai pas banni. S'il y a un anniversaire, je mange. S'il y a des bonbons, je mangerai. Parce que quand je donne des bonbons à mes enfants, bah, je peux en prendre un, ça va pas me déranger. Moi, les bonbons, ça me donne pas envie. Moi, je suis accro. Par contre, un gâteau au chocolat à la boulangerie, ça, c'est... Ah, donc, par contre, pas du tout. Ouais, ça me donne envie. Tout ce que je ris, pas du tout. Par contre, tout ce qui est bonbons. Ah, tu vois, parce que chacun... Moi, bonbons, tu peux me mettre une tonne devant les yeux. Ah non, moi, j'ai rempli la piñata pour l'anniversaire de mon fils. C'était un supplice. Ouais. J'avais l'eau à la bouche tellement, pour moi, c'était... Et j'en ai mangé, hein, je me prie. Après, il faut tenir sur le long terme. Ce que je te disais tout à l'heure en off, il faut tenir dans la durée. Donc, il y a des fois, tu t'octroies des petites choses. Total. Pour ça, moi, le fromage, je ne veux pas le supprimer parce que ça, c'est trop dur pour moi. Non, je peux comprendre. Moi, le fromage, j'ai aucun mal dessus. Ouais, c'est marrant. Mais par contre, j'avoue que les yaourts, pour moi, c'est compliqué. Ouais, tu vois, bah voilà, chacun... Le lait, par exemple... J'adore, là je mange des yaourts fermentés, j'adore. Il faut, et puis même moi en consulte, je sais pas toi comment tu fais, mais autant il y a des choses, des fois je suis un peu stricte. Je vais dire là, vous voyez, je vais dire ça, c'est hyper important. Genre, mangez vos quotas protéiques ou des grandes règles ou des lignes. Et il y a des fois quand même, je fais toujours avec les besoins de la personne. Si comme moi, elle me dit non mais moi vraiment Eva, je peux pas supprimer le fromage, je vais dire d'accord, on fait et on s'adapte. En fait, réduit. Quand même, voilà, on réduit, on supprime. On fait mieux que ce que vous jusqu'à présent, mais il faut une flexibilité. Sinon, on tient pas dans le temps. Totalement. Le secret, en fait, c'est le secret. Bah ouais, et puis pour tenir un régime alimentaire, c'est le secret, en fait. C'est censé devenir notre norme. Et qui dit norme dit qu'il n'y ait pas trop de frustration. Il faut une flexibilité. Si c'est la guerre totalement ou la Gestapo, on n'en peut pas. Non, mais je peux pas manger ça, je peux pas manger. Occasionnel, par exemple, on fait un protocole d'éviction et tout, ça dure quelques jours. Faut être fort, 14 jours, ça va, par exemple. Faut tout le temps. Mais pour tout le temps. Ah non, moi, parfois, je fais des protocoles d'éviction, bah, par exemple, pour découvrir que j'étais intolérante au gluten, j'ai fait des protocoles d'éviction. Donc oui, c'était dur pendant 14 jours, mais je l'ai fait parce que c'est nécessaire. En tout cas, merci beaucoup d'être intervenu. Merci à toi, Iman, c'était un plaisir d'être avec toi. C'était un vrai plaisir. Je rappelle son livre Révolution perte de poids, Eva Vachaud. De toute façon, on vous met tous les liens en barre d'infos si vous voulez l'acquérir. Elle est spécialisée dans la perte de poids, donc n'hésitez pas à la consulter. De toute façon, on mettra un lien vers ses réseaux sociaux ainsi que son planning de rendez-vous. Et Iman, toi aussi, dis un petit mot sur ce que tu fais pour les gens qui me connaissent. Qui te connaissent et qui viennent me voir. Personnellement, je suis naturopathe ainsi que micronutritionniste et je suis spécialisée dans la gestion du SEPK et de la fertilité, c'est-à-dire que je ne gère rien d'autre. C'est pas du tout ma spécialité, la perte de poids, etc. Non, mais par contre, à titre privé. Voilà, peut-être que s'ils font ce que, voilà, peut-être qu'ils maigriront aussi. Mais... Ah, mais on a des conseils alimentaires parce que c'est obligatoire de changer de lifestyle quand on a le SOPK. Mais effectivement, ce n'est pas ma spécialité. En clair, personne vient me voir pour un protocole spécialisé pour la perte de poids. Et comme moi, on vient pas me voir pour la fertilité. Voilà, bah c'est ça. C'est que des fois, avec un peu de chance, exactement. Ça arrive parce que la personne exactement. J'ai des clientes qui perdent 11-30 kilos, mais c'est pas mon objectif premier. C'est pas mon objectif premier. Moi, mon objectif, c'est que vous retrouviez votre cycle, que vous puissiez tomber enceinte ou que vous puissiez retrouver une ovulation. Pas la perte de poids. La perte de poids, ça vient souvent après ou avant. En général, elles perdent un peu de poids et après elles retrouvent les cycles. En tout cas, merci beaucoup d'être venue. Merci à toi, Iman. Et merci à vous d'avoir tenu pendant tout ce temps. Bonne journée. Voilà, au revoir, à bientôt.